bienvenue dans ce cours complet pour réussir votre entretien Spring Boot en 2026. Spring Boot est le framework Java le plus demandé sur le marché du travail. Que vous soyez junior, intermédiaire ou senior, les recruteurs vont vous poser des questions sur ce grand domaine. Premier domaine, les bases du framework Spring, l'inversion de contrôle et l'injection de dépendance. Deuxième, Spring Boot lui-même, l'auto-configuration, les starters et la gestion de la configuration. Troisième, la création d'API REST avec Spring MVC. Quatrième, la persistance des données avec Spring Data JPA et les transactions. Cinquième, la sécurité des applications avec Spring Security et JWT. Sixième, les tests, car les recruteurs adorent poser des questions sur les tests. Et septième, les sujets avancent comme Actuator, le cache, et les microservices. Pour chaque domaine, je vous donne la théorie et les réponses exactes aux questions d'entretien. Prenez des notes, c'est parti. Chapitre 1, les bases du framework Spring. Avant de parler Spring Boot, le recruteur veut s'assurer que vous comprenez les fondations. Spring est avant tout un conteneur IOC, inversion of control. Comprendre ce concept est absolument fondamental. Si vous ne savez pas expliquer l'IOC et l'injection de dépendance clairement et simplement, l'entretien risque de mal tourner dès le début. Dans ce chapitre, on va couvrir l'IOC, l'injection de dépendance, les beans Spring et leur cycle de vie. L'inversion de contrôle, ou IOC, est le principe fondateur de Spring. Sans IOC, vous créez vous-même vos objets avec le mot-clé new. Cela crée un couplage fort, si vous voulez changer l'implémentation, vous devez modifier toutes les classes qui utilisent new. Avec IOC, c'est Spring qui crée et gère les objets pour vous. Vous dites à Spring ce dont vous avez besoin, et il vous le fournit. C'est ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Il existe trois façons d'injecter des dépendances. L'injection par constructeur, que vous voyez ici, est la meilleure pratique. Pourquoi? Parce qu'elle permet de déclarer les champs comme final, ce qui garantit l'immutabilité. Elle permet aussi de détecter les dépendances circulaires au démarrage de l'application. Et surtout, elle facilite les tests unitaires, vous pouvez instancier la classe directement avec un mock sans avoir besoin de Spring. L'injection par champ avec @AutoWire est plus courte à écrire, mais elle est de conseiller car elle rend le code plus difficile à tester. Un bean Spring, c'est simplement un objet géré par le conteneur IOC. Pour créer un bean, vous avez deux approches. La première, annoter votre classe avec @compon, @service, @repository ou @controller. Spring les détecter automatiquement grâce au compon scan. La deuxième, déclarer une méthode @béant dans une classe @configuration. Concernant les stéréotypes @service, @repository et @compon, sémantiquement, ils font la même chose. La différence est que @repository ajoute une fonctionnalité supplémentaire, il traduit les exceptions spécifiques à Hibernate en Data Access Exception, qui est l'exception Spring générique. Cela rend votre code moins couple à Hibernate. Par défaut, tous les beans Spring sont des singletons, une seule instance par application contexte. Attention, c'est différent du pattern singleton du GoF qui garantit une instance par JVM. Si vous avez plusieurs applications contexte, vous aurez plusieurs instances. Le scope prototype crée une nouvelle instance à chaque injection. Les annotations @postConstruct et @predestroy vous permettent de contrôler le cycle de vie de vos beans, initialiser des ressources après l'injection et les libérer avant la destruction. Voici les questions classiques qu'on vous posera sur les bases de Spring. Première question, différence entre @compon, @service et @repository. La réponse à donner, ces trois annotations sont fonctionnellement identiques pour le compon scan. Mais @repository ajoute une valeur supplémentaire, il active la traduction des exceptions de la couche de persistance en exception Spring Data Access Exception. Deuxième question, pourquoi préférer l'injection par constructeur? 4 arguments à retenir. L'immutabilité avec le mot-clé final sur les champs. La detection des dépendances circulaires au démarrage plutôt qu'à l'exécution. La testabilité, vous pouvez tester sans le contexte Spring. Et la lisibilité, les dépendances sont explicites dans le constructeur. Troisième question, Béant Factory versus application contexte. Application contexte est l'interface que vous utilisez en pratique. Elle est en Béant Factory avec des fonctionnalités supplémentaires comme le support AOP, les événements, l'internationalisation, et elle charge tous les beans eagerly au démarrage. Quatrième question, le piège classique sur singleton.
Rappelez-vous que Singleton Spring signifie une instance par contexte, pas par JVM. Dans les tests, chaque test peut avoir son propre contexte. Chapitre 2, Spring Boot lui-même. Spring Boot est la couche au-dessus de Spring Framework qui élimine toute la configuration XML et la configuration manuelle des bins. Son slogan, convention vers configuration. Vous ajoutez une dépendance, Spring Boot configure automatiquement tout le nécessaire. Dans ce chapitre, on va comprendre comment fonctionne l'auto-configuration, comment lire et organiser la configuration de l'application, et comment utiliser les profils pour gérer les environnements. La notation @Spring Boot Application est en réalité un raccourci pour trois annotations. @configuration qui indique que cette classe peut définir des bins. @enable auto-configuration qui active le mécanisme d'auto-configuration. Et @componscan qui lance la detection automatique des bins dans le package courant. L'auto-configuration est le cœur de Spring Boot. Voici comment elle fonctionne. Au démarrage, Spring Boot consulte une liste de classes d'auto-configuration, définies dans le fichier autoconfiguration.import depuis Spring Boot 3. Pour chaque classe, Spring vérifie des conditions. @conditional en classe vérifier si une classe est présente dans le classpath. Par exemple, si vous ajoutez Spring Boot Starter Data JPA au pom.xml, Hibernate et Spring Data sont dans le classpath, donc Spring Boot configure automatiquement un data source, un entity manager factory et un transaction manager. @conditional on missing b en vérifier que vous n'avez pas déjà défini ce bin vous-même. Si vous définissez votre propre data source, Spring Boot n'en crée pas un second. C'est ce principe qui permet de surcharger la configuration par défaut. Pour voir quelles auto-configurations sont actives, lancez votre application avec le flag debug ou consultez land.actuator/condition. La configuration d'une application Spring Boot peut être faite dans application.properties ou application.yml. Le format YAML est souvent préféré car il est plus lisible pour les configurations hiérarchiques. Pour injecter une propriété dans un bin, vous avez deux approches. La première est @value avec le nom de la propriété entre accolades. C'est simple et efficace pour une ou deux propriétés. La seconde approche, recommandée pour les groupes de propriétés, est @configuration property. Vous définissez une classe Java avec les mêmes noms de champs que vos propriétés YAML, et Spring fait le binding automatiquement. Cette approche est type SAF, si une propriété est manquante ou mal typée, vous avez une erreur au démarrage plutôt qu'à l'exécution. Les profils permettent de gérer les environnements. Vous créez un fichier application dev.yml pour le développement et un application prod.yml pour la production. Spring Boot charge d'abord application.yml, puis écrasez les valeurs avec le fichier du profil actif. Activez un profil avec la variable d'environnement spring-profil-active ou l'argument spring.profil.active. L'ordre de priorité des sources de configuration est important à connaître. Les variables d'environnement écrasent les arguments de ligne de commande, qui écrasent les fichiers externes, qui écrasent les fichiers dans le classpath. 4 questions très courantes sur Spring Boot. Première, comment Spring Boot sait quoi configurer automatiquement? La réponse est en deux parties. D'abord, Spring Boot charge une liste de classes candidates depuis autoconfiguration.import. Ensuite, pour chaque classe candidate, il évalue les conditions. La condition la plus courante est @conditional en classe qui vérifie si une classe est dans le classpath. Si vous ajoutez Spring Boot Starter Web, Jackson est dans le classpath, donc la configuration JSON est activée. Deuxième question, le FAT-jar ou Uber-jar. C'est le mode de déploiement standard de Spring Boot. Le plugin Maven Spring Boot Maven Plugin repackage le JAR standard pour y inclure toutes les dépendances et un loader spécial. Vous obtenez un seul fichier exécutable autonome. Troisième question, externaliser la configuration en production. Pour Docker et Kubernetes, les variables d'environnement sont la solution standard. Spring Boot les lit automatiquement et les traduit en propriétés. app-timeout égale 30 devient app-timeout égale 30. Pour les secrets comme les mots de passe de base de données, utilisez HashiCorp Vault tous les secrets Kubernetes. Quatrième question, le choix entre @value et @configuration property. Pour une seule propriété, @value est très bien. Pour un groupe de propriétés liées, @configuration property est meilleur car vous bénéficiez de la validation au démarrage, de l'auto-complétion dans l'IDE et d'un refactoring plus facile. Chapitre 3, la création d'API REST avec Spring MVC. C'est le sujet le plus fréquent dans les entretiens Spring Boot.
Pratiquement tous les projets exposent des API REST. Dans ce chapitre, on va voir les annotations de base, la gestion des entrées et sorties, la validation des données, et la gestion centralisée des erreurs avec @controlleradvice. Ces concepts sont essentiels pour tout développeur Spring Boot. @REST-controller est la combinaison de @controller et @responseBody. Cela signifie que chaque méthode retourne directement la donnée sérialisée en JSON dans le corps de la réponse HTTP, sans passer par une vue. Spring Boot configure automatiquement JSON pour la sérialisation JSON. Pour les mappings, utilisez les annotations spécifiques à chaque méthode HTTP, @getMapping pour les lectures, @postMapping pour les créations, @pumapping pour les remplacements complets, @patchMapping pour les modifications partielles, et @deleteMapping pour les suppressions. Pour récupérer des données de la requête, Spring MVC offre plusieurs annotations. @passVariable extrait une variable de l'URL. @requestParam extrait un paramètre de la query string. @requestBody sérialise le corps JSON en objet Java. Concerning Response Entity, préférez toujours retourner un Response Entity plutôt que directement l'objet. Cela vous donne le contrôle total sur le statut HTTP, les headers, et le corps. Par exemple, une création doit retourner 201 created avec un header location qui pointe vers la ressource créée. C'est une bonne pratique reste très appréciée dans les entretiens. La validation des entrées est un sujet très important en entretien. Spring Boot intégré B en validation, la spécification JSR 380 implémentée par Hibernate Validator. Il suffit d'annoter les champs de vos DTOS avec des contraintes comme @noteblank pour les chaînes non vides, @email pour les adresses email, @min et @max pour les valeurs numériques. Dans le contrôleur, ajoutez @valide devant le paramètre @requestBody. Spring va automatiquement valider l'objet avant d'appeler votre méthode. Si la validation échouait, une méthode argument noteValideException est levée. Pour gérer les exceptions de manière centralisée, utilisez @controlleradvice avec @exceptionhandler. Notez la notation @REST-controlleradvice qui combine @controlleradvice et @responseBody. Cela vous évite de répéter la gestion d'erreurs dans chaque contrôleur. Depuis Spring Framework 6 et Spring Boot 3, utilisez ProblemDetail qui suit le standard RFC 9457. C'est un format JSON standard pour les erreurs d'API que les clients peuvent parser facilement. En entretien, montrez que vous connaissez ce standard recent, cela montre que vous suivez l'évolution du framework. Questions fréquentes sur Spring MVC. Première, la différence entre @controller et @REST-controller. C'est une question très simple mais souvent posée aux juniors. @REST-controller est la notation moderne pour les API REST. @controller seul est utilisé pour les applications avec des vues comme TeamLeaf ou lorsque vous voulez contrôler manuellement ce qui est écrit dans la réponse. Deuxième question, le versionning des API. Les trois approches ont leurs avantages et inconvénients. La stratégie par URL est la plus simple et la plus explicite pour les développeurs. La stratégie par header est plus propre d'un point de vue REST pur mais plus difficile à tester depuis un navigateur. En pratique, la majorité des équipes utilisent le versionning par URL. Troisième question, @transactional dans un contrôleur. C'est un anti-pattern très courant chez les juniors. Expliquez clairement que la transaction est une préoccupation métier qui appartient à la couche service. Le contrôleur ne doit s'occuper que de HTTP. Quatrième question, la pagination. C'est une feature très élégante de Spring Data. Déclarez un paramètre pageable dans votre méthode contrôleur, Spring le remplit automatiquement depuis les paramètres page et size de la requête HTTP. Chapitre 4, Spring Data JPA et les transactions. C'est souvent le chapitre avec les questions les plus techniques. Les recruteurs adorent poser des questions sur le problème N+1, sur le fonctionnement de @transactional, et sur la différence entre lazy et eager loading. Ce sont des concepts qui distinguent vraiment les candidats qui ont une expérience réelle de ceux qui connaissent Spring en surface. Spring Data JPA simplifie énormément la couche de persistance. Commencez par annoter votre classe avec @entity pour indiquer à JPA qu'elle correspond à une table en base de données. @id marque la clé primaire et @generated_value configure la stratégie de génération. Identity déléguée à la base de données, Sequence utilise une séquence SQL, UID et générer un identifiant universel. Pour les relations entre entités, utilisez les annotations @one-to-many, @many-to-one et @many-to-many. La propriété fetch est critique.
FetchType.lazy signifie que la relation n'est chargée que lorsqu'elle est effectivement accédée. FetchType.eager charge la relation immédiatement avec l'entité parente. Pour les repositories, JPA Repository est l'interface de base. Elle vous donne FindByd, FindAll, Save, Delete et bien d'autres gratuitement. La fonctionnalité la plus magique est les Query Methods. Spring Data analyse le nom de la méthode et génère la requête JPQL correspondante. Fin binôme onten ingénierait caséant d'actifs true générer un select avec un like et un and actif égale true. Pour les requêtes complexes, utilisez @query avec JPQL. Et pensez aux projections pour éviter de charger des colonnes inutiles, une interface avec seulement les méthodes getter dont vous avez besoin. @transactional est l'une des annotations les plus importantes et les plus mal comprises. Elle garantit les propriétés acides, atomicité, cohérence, isolation et durabilité. Par défaut, Spring fait un rollback automatique si une intime exception est lancée à l'intérieur de la transaction. Pour les checkés d'exception, vous devez le spécifier explicitement avec rollback for. Le piège le plus classique est la self-invocation. Si vous appelez une méthode transactionnelle depuis la même classe avec 10.méthode, la transaction ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que Spring crée un proxy AOP autour de votre classe. Quand vous appelez 10.méthode, vous contournez le proxy. La solution est d'injecter le bin dans lui-même ou de déplacer la méthode dans une autre classe. Le problème N+1 est un autre sujet incontournable en entretien. Il se produit quand vous chargez une liste d'entités puis accédez à une relation lazy pour chaque élément. Une requête pour la liste, puis une requête par élément pour la relation. Si vous avez 100 commandes, vous faites 100 et une requête SQL. C'est catastrophique pour les performances. La solution la plus simple est joint fetch dans votre requête JPQL. Spring charge tout en une seule requête avec un joint SQL. L'annotation @entitygraph est l'alternative déclarative si vous ne voulez pas écrire du JPQL. Question très technique sur JPA. Ces questions distinguent les vrais praticiens. Première, eager versus lazy. En pratique, utilisez lazy partout par défaut et chargez les relations explicitement avec joint fetch quand vous en avez besoin. Eager peut causer de sérieux problèmes de performance en chargeant des données que vous n'utilisez pas. Deuxième question, @transactional sur méthode privée. Attention, c'est un piège classique. Spring AOP est base sur des proxys. Le proxy intercepte les appels externes au bin uniquement. Un appel interne avec 10 contourne le proxy et donc la transaction. Si vous avez absolument besoin de ce comportement, injectez le bin lui-même avec @autowired et appelez la méthode sur le bin inject. Troisième question, save versus save en flush. Dans la majorité des cas, save est suffisant, JPA optimise les inserts en les groupant. Save en flush est utile quand vous avez besoin que l'entité soit visible dans la base de données immédiatement dans la même transaction, par exemple pour des tests d'intégration. Quatrième question, lazy initialisation exception. C'est l'exception la plus frustrante pour les débutants. Elle arrive quand vous accédez à une relation lazy en dehors de la session hibernate, c'est-à-dire après que la transaction est terminée. La solution la plus propre est d'utiliser des DTO et de charger exactement ce dont vous avez besoin dans la couche service pendant la transaction. Chapitre 5, Spring Security. La sécurité est un sujet très fréquent dans les entretiens, surtout pour les postes mid-level et senior. En 2026, la configuration par Lambda DSL avec Security Filtered Chain est le standard. Les Web Security configurés adaptés et dépréciés depuis Spring Security 5.7 et supprimés depuis Spring Security 6. Si vous connaissez encore l'ancienne syntaxe, précisez en entretien que vous connaissez la nouvelle approche moderne. Depuis Spring Security 6, la configuration se fait avec Security Filtered Chain. Vous définissez un bin de type Security Filtered Chain qui reçoit un HTTP Security et retourne la chaîne configurée. La syntaxe utilise des lambdas qui rend le code très lisible. Première configuration importante, désactiver CSRF. CSRF protégé contre les attaques sur les applications avec sessions et cookies. Mais une API reste stateless avec JWT n'utilise pas de cookies de session, donc CSRF n'a pas de valeur ici et peut être désactivé. Deuxième configuration, la politique de session stateless. Cela indique à Spring Security de ne jamais créer de session HTTP. Chaque requête doit être authentifiée indépendamment avec le token JWT. Pour les autorisations par URL, vous définissez des règles avec request matché. Pensez à mettre les règles les plus spécifiques en premier car Spring les évalue dans l'ordre. Pour l'authentification JWT,
vous ajoutez votre filtre custom avant Username Password Authentication Filter. Ce filtre extrait le token du header autorisation, le valide et configure le security context. Concernant les mots de passe, utilisez toujours Bcrypt Password encodé avec au moins 10 rounds. En 2026, 12 rounds est la valeur recommandée pour un bon équilibre entre sécurité et performance. Question sur Spring Security. La sécurité est un domaine où la précision est importante. Première question, comment fonctionne JWT? Le flux est en 4 étapes. L'utilisateur s'authentifie en envoyant ses identifiants. Le serveur valide, crée un token JWT avec les clins de l'utilisateur comme son identifiant, ses rôles et la date d'expiration, et le signe avec une clé secrète ou une paire de clés RSA. Le client stocke ce token et l'envoie dans chaque requête dans le header autorisation. Un filtre Spring Code Server intercepte chaque requête, extrait le token, vérifie la signature, et si valide, configure le security context avec les informations de l'utilisateur. Deuxième question, pourquoi désactiver CSRF? Beaucoup de candidats disent juste parce qu'on utilise JWT sans expliquer pourquoi. Expliquer le mécanisme CSRF, il exploite le fait que le navigateur envoie automatiquement les cookies d'une session. Pas de cookies de session, pas d'attaque CSRF possible. Troisième question, authentication versus autorisation. C'est une question souvent posée et la confusion est fréquentée. Authentication répond à « Et qui êtes-vous ?» On vérifie votre identité. Autorisation répond à « Et qu'avez-vous le droit de faire ?» On vérifie vos permissions. Quatrième question, HAS Role versus HAS Authority. Invitez la connaître, HAS Role ajoute automatiquement le préfixe role donc HAS Role de admin cherche l'autorité role-admin. Chapitre 6, les tests avec Spring Boot. Les tests sont un sujet de plus en plus important dans les entretiens. Les équipes modernes pratiquent le TDD ou au moins le test first. Savoir quelle annotation utiliser dans quel contexte montre que vous avez une expérience pratique réelle. La clé est de comprendre la pyramide des tests et d'utiliser l'annotation la plus légère possible pour chaque test. La règle d'or pour les tests Spring Boot, utilisez l'annotation la plus légère qui teste ce que vous voulez tester. @Spring Boot Test charge l'intégralité du contexte Spring. C'est lent, mais nécessaire pour les tests d'intégration bout en bout. @WebMVC Test est spécifique à la couche web. Il charge uniquement les bins nécessaires au traitement HTTP, les contrôlés, filtres, et convertisseurs. Les autres bins comme les services et repositories ne sont pas créés. C'est pourquoi vous devez fournir des mocks avec @mockbean pour les dépendances de votre contrôleur. @data JPA Test est spécifique à la couche JPA. Il configure automatiquement H2, une base de données en mémoire, et Spring Data avec la configuration minimale. Très utile pour tester vos query méthodes et vos requêtes JPQL. Chaque test est enveloppé dans une transaction qui est rollbackée après, ce qui garantit l'isolation entre les tests. @mockbean est à distinguer de @mock de Mockito. @mock crée un mock pur sans Spring, parfait pour les tests unitaires. @mockbean crée un mock ET le place dans le contexte Spring, remplaçant le vrai bin pour la durée du test. Les questions sur les tests sont de plus en plus fréquentes. Première question, quand utiliser @Spring Boot Test versus @WebMVC Test. La réponse dépend de ce que vous testez. Pour tester que votre endpoint retourne le bon statut HTTP, que la validation fonctionne, que le JSON est bien structure, utilisez @WebMVC Test. C'est rapide car le contexte est minimal. Pour tester l'intégration entre les couches, par exemple que la création d'une commande déclenche bien une notification et diminue le stock, utilisez @Spring Boot Test. Deuxième question, @mockbean versus @mock. Un bon développeur Spring connaît cette différence. @mock de Mockito est indépendant de Spring. Il crée un objet mock pour vos tests unitaires classiques. @mockbean fait la même chose mais dans le contexte Spring, il remplace le vrai bin dans le contexte et réinitialise le mock entre les tests. Troisième question, tester une méthode @transactionnelle. Avec @data JPA Test, Spring enveloppe automatiquement chaque test dans une transaction qui est rollbackée à la fin, donc la base reste propre. Quatrième question, test container. C'est une librairie très populaire en 2026 qui lance de vrais conteneurs Docker pendant les tests. L'avantage est que vous testez avec la vraie base de données et vous pouvez découvrir des bugs qui n'auraient pas été détectés avec H2. Septième et dernier chapitre des sujets techniques, Actuator, le cache, et les concepts microservices.
Ces sujets sont surtout posés aux candidats mid-level et senior. Si vous postulez pour un poste junior, les questions seront moins profondes. Mais connaître ces concepts vous fera sortir du lot. On va parler de monitoring avec Actuator, de mise en cache avec @cacheable, de communication entre services avec web client, et des patterns microservices courants. Spring Boot Actuator est un module de monitoring et de gestion de votre application. Il expose des endpoints HTTP qui donnent des informations sur l'état de l'application. Attention à la configuration en production, par défaut depuis Spring Boot 2.7, seuls else et info sont exposés. Ne jamais exposer Actuator env ou Actuator bin en production car ils contiennent des informations sensibles comme les propriétés de configuration. Configurer management.on.else.show details égale when authorized pour que les details de santé ne soient visibles que par les utilisateurs authentifiés. Pour le cache, Spring Boot supporte plusieurs implémentations, Cafen pour un cache en mémoire très performant, Redis pour un cache distribué dans un environnement multi-instance, ou Hazelcast pour un cache distribué en cluster. @cacheable est la notation principale, au premier appel, la méthode s'exécuter et le résultat est stock. Aux appels suivants avec la même clé, la méthode est court-circuitée et le résultat cache et retourne directement. Pensez bien à définir une stratégie d'expiration pour éviter des données obsolètes. Pour web client, c'est le remplacement de REST template. Il est non bloquant et s'intégrer avec Spring Webflow pour la programmation réactive. Même si vous n'utilisez pas Webflow dans votre application, web client est recommande car plus efficace et activement maintenu. Questions sur les sujets avancent. Ces questions sont posées aux mid et seniors. Première question, REST template versus web client. La réponse courte, utilisez web client pour tout nouveau code. REST template est encore présent dans beaucoup de projets legacy mais elle est marquée comme deprecated. Web client peut s'utiliser de manière synchrone si vous ne voulez pas faire de programmation réactive, il suffit d'appeler bloc, mais ce n'est pas recommandé en production. Deuxième question, sécuriser Actuator. En production, n'exposez jamais tous les endpoints Actuator. La meilleure pratique est de les mettre sur un port de management interne non expose à Internet, et de les sécuriser par IP. Troisième question, circuit breaker. C'est un pattern essentiel pour les microservices. Sans circuit breaker, si un service externe répond lentement ou ne répond plus, vos threads se bloquent en attendant, ce qui provoque une cascade de panne. Avec un circuit breaker, après un seuil d'échec, le circuit s'ouvre et les appels échouent immédiatement en retournant une valeur de fallback. Résilience 4J est la librairie de référence pour Spring Boot. Quatrième question, optimisation des performances. Montrez que vous pensez à plusieurs niveaux, cache pour les données rarement modifiées, requête JPA optimisée avec projection pour éviter de charger des données inutiles, read-only égale true sur les transactions de lecture pour désactiver le dirty checking, et monitoring avec Micrometé et Grafana pour identifier les goulots d'étranglement. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir votre entretien Spring Boot en 2026. Récapitulons les points les plus importants de chaque chapitre. Sur les bases Spring, l'IOC et l'injection par constructeur, la différence entre les stéréotypes, et le scope singleton par défaut. Sur Spring Boot, l'auto-configuration par condition, @configuration property pour les groupes de propriétés, et la gestion des profils par environnement. Sur les API REST, toujours retourner response entity, centraliser la gestion d'erreurs avec @REST controller advice, et ne jamais mettre @transactional dans un contrôleur. Sur Spring Data JPA, le problème N+1 est la question piège numéro 1, utilisez l'ASI par défaut et joint fetch dans vos requêtes, et souvenez-vous que @transactional ne fonctionne pas sur les méthodes privées. Sur Spring Security, la nouvelle configuration avec Security Filtered Chain, JWT pour les API stateless, et bcrypt password encodé obligatoire. Sur les tests, @webmvc test pour la couche web, @data JPA test pour JPA, et tester avec test container pour une vraie intégration. Sur les sujets avancent, web client plutôt que REST template, Actuator bien sécurisé en production, et circuit breaker avec résilience 4J. Bon courage pour vos entretiens. Abonnez-vous pour plus de contenu sur le développement Java.